moi j'étais invité à témoigner sur ma pratique effective. Quoi. Donc, pas... Mais qui est quoi? Qui est une écriture dramatique, qui est la pratique des jeunes gens en formation d'écriture dramatique? Parce que c'est pas dépasser ce mot. Non, dépasser au sens où on ne peut pas l'entendre. On l'entend plus. On n'entend plus ce qu'il veut dire. Que tu as très bien rappelé. Oui. Enfin, il y a un peu deux écoles de pensée là-dessus. Je veux dire, il y a l'idée qu'on est entré dans une ère post-dramatique, et puis il y a l'idée que le dramatique est un phénix qui renaît perpétuellement de ses cendres et qui se réorganise en impara, néo, tout ce qu'on sera dramatique. Bon, je veux dire, la question est plutôt d'une écriture qui se pense d'emblée comme se destinant à la scène théâtrale, voilà. Ou comme se destinant à s'agréger à un travail d'invention de la scène théâtrale. Voilà. Quelle qu'en soit la forme d'émergence, quels que soient les protocoles d'invention par lesquels on passe, et Dieu sait qu'ils sont diversifiés, nombreux, plus ou moins visibles, etc. Mais là n'est absolument pas justement le lieu de développer au-delà du raisonnable. Donc je témoigne à partir de ma pratique, et je dirais aussi, et c'est juste terminer par ça, pour te répondre, il y avait quelque chose de très sensible au sein du théâtre qui était un rapport totalement ambivalent, disons, des équipes artistiques, et disons des metteurs en scène directeurs, enfin une certaine génération, à l'endroit, à l'égard des écrivains dramaturges. Bon. Et qui me paraissait totalement contre-productif, puisqu'à la fois il déplorait qu'il ne soit pas davantage au fait des processus d'invention proprement scéniques, et en même temps faisait tout pour que surtout ils ne mettent jamais un orteil sur la scène, etc. C'est-à-dire les maintenir à la périphérie totale du théâtre. Donc voilà, il y avait l'idée qu'à un moment, je me suis dit arrête de râler, qu'est-ce que tu fais toi? J'ai inventé ce machin. J'aurais une question pour Laure. J'ai une question. Bien sûr. Dans l'atelier d'écriture, pour moi, donc c'est mon mercredi après-midi ici, je le considère toujours comme un pivot, c'est-à-dire un temps de pratique où mon travail c'est d'interroger ce petit morceau de pratique, un temps complètement libre et disloqué, et un moment où on se rassemble pour l'interroger ensemble. Et dans ta pratique à toi, la notion d'atelier d'écriture est quasiment absente, même s'il y a ce workshop avec les auteurs. Donc c'est quelque chose où je voudrais t'entendre. C'est vrai que j'ai eu du mal à... J'avais tellement de choses à dire, en fait j'ai obligé de faire des espèces de grosses coupes comme ça, c'était un peu compliqué. Puis je voulais donner un peu une image d'ensemble de ce qui se passe en disant que comme tout cela est très inédit finalement, il fallait bien partir de quelque part. Mais effectivement, moi dans mon enseignement, il y a trois choses. Le séminaire, donc les auteurs dont je vais parler, c'est-à-dire voilà, les auteurs que j'évoque, les suivis individuels des projets littéraires bien évidemment, et l'atelier d'écriture, c'est le mardi matin. Et en fait ça a pas mal évolué, ça fait 3 ans maintenant, et voilà, d'année en année, déjà le thème, entre guillemets, en tout cas l'idée d'ouverture change, et on essaye à chaque fois, j'essaie de voir comment ça peut fonctionner, parce que l'année dernière je faisais pas mal de séances assez courtes, sur une question épineuse, et on voyait ce que ça pouvait donner tous ensemble, et cette année c'est plutôt autour d'une notion où effectivement je pense que là on se rejoint aussi pas mal. Les étudiants arrivent avec des textes, on les partage, en tout cas bon, pas tous en même temps évidemment, mais certains, ceux qui veulent partager, en partagent 3 ou 4 par séance à peu près, selon la longueur des textes. On retravaille à partir de là, et puis moi j'essaie de parler à chacun individuellement, donc effectivement d'une fois à l'autre, pareillement, cette année, on a une imprimante, on est hyper content, donc on peut imprimer les textes, et ça permet de les retravailler plus précisément et d'alterner entre le moment de travail collectif et puis quelque chose qui est plus de l'ordre d'un tête-à-tête avec les étudiants. Mais c'est vrai que ce qui est important de dire, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas du tout vertical. Moi, j'arrive avec mes propositions, et puis des fois je me dis, mais ça peut très bien pas marcher aussi. Enfin, c'est qu'on est tous en train de risquer des choses, on est tous en train d'avancer. Voilà, et puis il y a des étudiants entre eux aussi qui se disent regarde là peut-être essaye ça va marcher autrement. C'est bien une logique atelier. Oui, c'est totalement une logique atelier, il n'y a pas une sorte de discours prédominant, c'est vraiment on travaille tous ensemble et puis on voit où ça avance, et c'est une grande aventure, et
Et il y a vraiment beaucoup d'énergie dans ces moments-là, effectivement. Il y a vraiment énormément de choses qui passent. Et ce que tu disais était très important tout à l'heure, c'est qu'il faut s'extraire. Évidemment, on a tous nos références etc. Mais moi, j'essaye maintenant de penser en fonction de leurs travaux, de me dire tiens, je passe dans une librairie et je dis ah mon Dieu, ça va intéresser un tel ou telle chose. Et on sort, et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, en tant que créateur et écrivain, c'est qu'on sort de nos champs, de notre zone de confort, pour ainsi dire, et on est amené à expérimenter plein de nouveaux champs. Et ça, c'est absolument, pour moi, c'est d'une richesse incommensurable. C'est assez infini en même temps, je pense qu'il faut savoir se raccrocher à des choses, parce que ça peut ne jamais s'arrêter, mais ça ouvre des perspectives qui sont absolument fabuleuses. L'écriture, c'est évidemment un texte, mais c'est aussi, on le sait depuis Mallarmé par exemple, en ce qui concerne le coup de dé, il y a aussi une dimension graphique, il y a aussi une dimension visuelle, hein, toute la poésie visuelle, la poésie concrète, le constructivisme, toutes ces dimensions-là. Il y a aussi la dimension sonore. On connaît aussi la poésie sonore. Est-ce que vous arrivez donc, ce qui est souvent, pour moi, il a fallu un certain temps dans mes propres ateliers pour en arriver là, à arriver à un syncrétisme, à une synthèse entre ces différents éléments pour pouvoir aboutir à une production qui soit pas uniquement une production de texte, qui puisse être mis dans un livre, mais aussi des livres peut-être alors différents, quelque chose de plus varié, et qui puisse assurer ce syncrétisme entre ces différentes dimensions de l'art, jusqu'à des expositions, jusqu'à des formes scénographiées du travail que vous faites dans les ateliers. Moi, je veux bien commencer. Alors oui, effectivement, c'est vrai que je suis passée un petit peu vite tout à l'heure, mais c'est typiquement le genre de choses qu'on fait au Havre grâce à l'hétérogénéité, comme je disais, des étudiants. Et c'est vrai que pour ma part, je pense que c'est aussi quelque chose que je partage avec François. Moi, je passe pas mal de temps à parler effectivement de poésie, et notamment de poésie sonore. On a des séances d'écoute comme ça, on commence évidemment par l'entonate, et puis on va jusqu'à Baraitique, etc. Et effectivement la poésie concrète, Auguste Edkamp, des gens comme ça, voir jusqu'où peut aller l'écriture. Et selon les étudiants, certains, alors on n'a pas parlé aussi de l'étape des soutenances à l'issue parce que on avait un peu d'ennui, mais à l'issue du L2, mais c'est vrai que les soutenances sont des formes aussi très très diverses. Ça peut être soit présenter son travail avec une lecture, comme je disais, ça peut être un DA4 relié très très simplement, jusqu'à des étudiants qui font vraiment une exposition, un parcours qui peut être sur les murs, en vidéo, avec du son, enfin voilà, chacun, même l'année dernière on a eu une performance dansée également qui était liée au livre, donc voilà, il y a plein de formes différentes. Une question technique sur ce sujet-là, vous dites à un moment donné que finalement le geste d'écriture, vos mémoires, enfin est l'équivalent du mémoire, est-ce qu'il y a néanmoins un appareillage, une prise de distance demandée à l'étudiant par rapport à son travail, et sous quelle forme voilà. Est-ce qu'il y a parallèlement au geste de création un moment analytique, réflexif, discursif qui est demandé à l'étudiant en parallèle et en... Alors je dirais que finalement c'est tout le parcours du master qui est ça, qui est comment est-ce on écrit un texte et puis comment on revient dessus, qu'est-ce qui se passe, avec quelle grille, comment on arrive à se relire. On n'a pas formellement, on n'a pas deux textes, il n'y a pas un mémoire et un projet littéraire, donc c'est vraiment le projet littéraire qui est central. En revanche, il y a ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'étape de la note d'intention, qui peut avoir des formes très diverses. C'est-à-dire qu'un étudiant peut faire une note d'intention, je dirais, assez classique, avec vraiment des idées comme ça esthétiques très très claires, une bibliographie, etc. Ou ça peut être aussi raconter la genèse d'un texte. Enfin, on essaie de ne pas donner de directive, justement pour que chacun invente finalement la manière de revenir sur son propre travail, parce que ce qu'on leur demande c'est quand même assez difficile. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. On en a tous un petit peu parlé, de Claude Pérez à maintenant. C'est vrai que parfois, moi-même, des fois, je suis en train de les houspiller, en train de leur dire oui, puis je me dis, mais alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter de mon dernier bouquin? Ça va être un peu compliqué. Voilà, donc c'est selon les cas, selon les profils des étudiants, selon ce qu'ils font, selon où est-ce qu'ils en sont eux-mêmes avec leur propre travail, ça peut être plus ou moins fluide. Donc l'idée, c'est de les amener à avoir cette distance qui peut leur permettre d'être de très bons lecteurs d'eux-mêmes et donc de progresser, c'est-à-dire d'être vraiment dans un espace d'écriture et de création, mais pas de les formater, surtout pas, c'est vraiment pas l'idée. Une petite question intéressante. Oui, on va vous donner un micro. Non, je parle fort. Vous Parmi parlez. les 4 critères dont tu parlais, il n'y a pas justement ce regard réflexif. Non, c'était vraiment des critères qui touchaient au projet littéraire.
Ces critères-là étaient vraiment dans le projet littéraire. Donc la note n'est pas évaluée en tant que telle. Si, la note est évaluée en tant que telle. Enfin, finalement, oui, les critères peuvent s'adapter à peu près. Enfin, c'est l'idée que... Après, en fait, la note, elle peut changer justement selon le parcours. En fait, il y en a une première qui est rendue en février. Et elle peut être modifiée selon le parcours du projet littéraire. C'est-à-dire que, par exemple, un projet littéraire peut totalement changer. On commence, puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout la bonne voie, on prend autre chose, etc., où les moyens changent. Et donc, dans ces cas-là, il peut y avoir aussi une réécriture de cette note d'intention. Et c'est souvent, ça peut être même plus intéressant finalement que si elle ne change pas. C'est là où on peut vraiment avoir une sorte de conscience très claire de ce qui se passe quand on travaille son propre texte. C'est juste pour quelques éléments là, sur cette question. Ce que j'ai mis du temps à... Ça, c'est la 3e année. La première année où je suis arrivé ici, j'avais vraiment cette culture, pas du livre, mais de dire mon travail, c'est de faire de l'écriture dans une école d'art et donc de proposer aux étudiants une aventure, sinon qui ressemblait au livre, ou en tout cas qui pouvait être une variation ou un enrichissement, ou avec du numérique, avec des images et tout ça, mais toujours centré sur une idée, comme ça, Lionel en parlera tout à l'heure, sur ce concept de publication et d'avancée de forme qui relève du littéraire. Et ce que j'ai mis du temps à appréhender ici, cette espèce de culture de l'autonomie qui devient un projet d'école, mais qui en fait c'est tellement imprégné dans les murs que, par exemple, on a un projet à la centrale de Poissy juste à côté. On est 2 enseignants à suivre, Christophe Cusin qui lui est peintre en bâtiment, c'est son seul diplôme de la CRP de bâtiment, Christophe. Et en même temps, nous, on ne met pas les pieds. Par contre, débriefer avec les étudiants quand ils reviennent de la centrale, le travail qu'ils ont fait avec 6 étudiants, ils vont, travaillent avec 6-8 détenus, comment ensuite un autre groupe ici s'approprie les productions faites et les renvoie avec et ça, ce genre de culture, hein, pour moi, c'est quelque chose qui vaut aussi pour le film, pour le labo photo. Donc il y a des outils, il y a, tout le couloir là où on a mangé, là c'est occupé par la sérigraphie, donc il y a des revues, il y a des fanzines, il y a du travail sur affiches. Il y a d'autres étudiants, des fois c'est simplement des petits post-it mis sur la fenêtre, d'autres c'est des interventions dans la ville et tout ça. Donc comment arrive ouais, je vais dire, le paradoxe pour moi maintenant, c'est de savoir que ce travail, quand ils vont faire des perfs dans les trucs parisiens, quand ils vont passer le week-end à Bruxelles avec Antoine Bout, ma seule inquiétude, c'est combien de bières ils vont boire dans le week-end, mais bon... Il ne faut pas que je me laisse aller à plaisanter. La question, c'est qu'ils font ce travail-là tout seul et que ce travail, naturellement, est à l'écart du seul paysage du livre. Et mon travail, c'est plus d'interroger le statut du langage dans l'intérieur de ces travaux. Quelquefois même, s'il s'agit d'un travail de photo ou d'un travail de danse, là même, où il n'y a aucune instance de l'écriture. Et ce qui, moi, m'interroge le plus profondément dans ce qui se passe ici, c'est en quoi la position où ils sont, y compris dans leur pratique de lecture. Tout à l'heure aussi, j'ai parlé de pratique de téléphone. En quoi cet horizon de l'écrit hors du livre ou de l'écrit sans livre me permet, moi, de me positionner dans une question qui est cruciale dans un contexte de... là on sera probablement en désaccord avec Laure, mais où le paysage éditorial est vraiment rien moins que joyeux, et c'est pas la forme du livre que je m'accroche dans mes propres pratiques. Naturellement... Et pourquoi tu n'es pas d'accord ? Pour la question magnifique tout à l'heure de la recherche, par exemple, dans le concept de livre, qui remanifeste une idée du livre dans ce travail. C'est juste dans ce sens-là. Et t'es éditrice, ce que je ne suis pas. Ou même à chaque fois, je me suis cassé la gueule, pas. Une dernière intervention avant une petite pause, oui. Oui, vous avez parlé beaucoup l'un et l'autre de beaucoup de singularité. Il me semble que c'est un des critères, je dirais, un peu crucial, décisif, tant en termes d'évaluation qu'en termes de processus, en termes d'origine, de motivation de ces ateliers. J'arrive pas très bien à voir de quelle singularité vous parlez. Parce que tantôt, vous parlez du singulier de l'énonciation, du singulier du champ littéraire ou autre, artistique, ou voire du singulier du rythme. Je disais, je déteste le rythme des autres. Voilà,
Je pense que cette question, elle est quand même à creuser. On peut parler en même temps. Voilà. On va faire un concert bientôt. Alors, je pense qu'il y a plein de réponses à apporter. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est peut-être l'interrogation, quand on parle de singulier, c'est pas pour dire originalité, ou pour dire que voilà, c'est pas quelque chose qu'on recherche, on ne dit pas à chacun, tiens, il faut faire la roue sur une seule main, etc. C'est plutôt l'idée que, justement, on l'a dit à plusieurs reprises, comme on est dans une transmission créative et créatrice et des objets de création, l'idée n'est pas de formater, l'idée n'est pas d'essayer de créer des petits clones dans des petites chapelles. C'est d'ailleurs l'attaque récurrente de ces formations de création littéraire, c'est qu'on nous dit oh, mon Dieu, il va y avoir 20 romanciers qui vont sortir, ils vont tous se ressembler. Ça c'est le premier corollaire. Le deuxième c'est oh, mon Dieu, il va y avoir 20 romanciers de plus dans la rentrée littéraire. Chaque année, on va monter à 680. Donc voilà, quand on parle de cette singularité, c'est justement pour, à mon avis, garder en tête que c'est à chaque fois un univers particulier qu'on aborde. Donc chaque étudiant a vraiment un univers qui est totalement différent. Et l'idée, c'est d'entrer dans sa propre logique et de le faire progresser, et pas de lui imposer des carcans extérieurs. Ouais, moi, ce sera rapide, je voulais juste vous remercier. Parce que typiquement, pour moi, ça fait partie du travail. C'est-à-dire des mots qui se banalisent, on ne fait plus gaffe. Et là, Michaud, il fait tilt complètement. Et en même temps, je pense que ça désigne quand même, malgré tout, quelque chose qui est vraiment ce qui définit, dans une petite communauté comme celle-ci, et surtout une temporalité. C'est un premier cycle 3 ans, ensuite 2 ans où le rapport est différent, parce qu'ils sont beaucoup plus autonomes en préparant le DNSEP, plus les relations en stage, votre voisin là, qui les envoie à l'autre bout du monde, au Brésil, dans les relations internationales de l'école. Et pour moi, ce qu'on rejoue à chaque fois, c'est justement, si j'arrive à Sciences Po, je fais un atelier. De toute façon, j'y vais plus, ils m'en diraient plus. Mais ici, c'est-à-dire accueillir un texte, et quelle que soit la fragilité ou ce qu'on repère qui se rejoue et qu'on a déjà vu, ou dans les stabilités, arriver à travailler à reconnaître ce qui ouvre une piste vers l'inconnu ou tout ce qu'on veut, ou l'inouï, ou tout ça. Et ça, par contre, je crois que c'est pas le plus dur du travail, mais je crois que c'est ce qui oblige à travailler sur soi et hors du temps école, en permanence, pour arriver à reconnaître ce petit truc et à chacun le formuler. C'est très bizarre. On peut discuter un truc avec une étudiante, au bout d'une heure, lui dire il faudrait qu'elle lise Jacques Dupin. Elle dit oui, c'est mon grand-père, mais c'est pas tous les jours. Justement. Mais arriver à dépister ce truc et mettre ce qui est en relation, aller voir du boucher sur le rapport du blanc, du rythme et tout ça, et en même temps sachant que c'est pas parce qu'une écriture sera parente avec la sienne que ça va lui donner l'outil, mais lui donner en tout cas les éléments pour qu'il reconnaisse ce petit point d'appui. Mais je crois que j'utiliserai plus jamais le mot singularité quand ça vous comme ça. Mais que ce soit le fond du boulot. Oui. Dernier petit mot sur le singulier, la singularité, Enzo. Oui, en fait, c'est sur de toute façon, effectivement, on l'investit, chacun à sa manière, et on l'investit de référence aussi. Il ne vous aura sans doute pas échappé que je suis très référé à un travail assez intense avec notamment Félix Guattari. Donc c'est sur la question de la production de subjectivité. Sur la question de la production de subjectivité, c'est l'idée de ne pas se leurrer avec la reconduction à l'infini de modes de représentation et de protocoles d'invention qui ont été complètement préfabriqués. Bon. Trouver cette voie, et nous, alors, je dirais, hommes de théâtre, c'est d'autant plus complexe que cette voie au théâtre, elle se destine à s'agréger à un processus, à un agencement d'énonciation collective. Bon. C'est-à-dire, et par exemple, sur la question du texte, il n'y a pas de texte au théâtre. Le texte n'existe pas au théâtre il n'y a que de la parole. Donc le texte, il s'écrit dans le dessin de s'effacer, en tant que texte, et non pas en tant que parole. Donc je crois que là, il y a quelque chose mais c'est une méditation interrogative, on va dire. Qu'est-ce qui peut
dans notre geste d'écrire, dans notre prise d'écriture, dirait François, qu'est-ce qui fait que quelque chose est en train d'advenir, par lequel, effectivement, on puisse se dire qu'il y a là une authentique production de subjectivité. Quelqu'un qui dit « je », même si ce jeu s'articule à un collectif, comme c'est tout naturellement le cas au théâtre, mais plus largement, même si ce jeu n'a pas prétention à exercer une dictature du jeu, une dictature du moi-jeu, un autoréférencement du monde, bon, etc. Singularité, c'est pas le nombrilisme. Singularité, c'est pas la complaisance narcissique. C'est pour ça que je crois que ça doit s'articuler avec un certain nombre de travaux et d'inventions d'outils critiques à une époque où on ne peut pas référer ces outils critiques à un ensemble canonique stable. Ouais. Hein, on peut critiquer, oui, enfin là, ce sera un débat sans doute très long, mais on peut aisément imaginer comment critiquer une représentation de théâtre no, puisque là on se réfère à un ensemble canonique absolument stable, et que où le geste est correct, ou il ne l'est pas. Là, en l'occurrence, accompagner les écritures, c'est vraiment davantage accompagner des singularités en devenir, en se dotant, dans ce travail d'accompagnement, en se dotant d'outils critiques, même peut-être provisoires, même peut-être éphémères, certainement contestables, mais en tout cas qui vont permettre d'interroger le texte. Et ça me paraît vraiment, vraiment essentiel, c'est-à-dire au moins qu'il y ait un protocole qui fait que dans l'échange collectif, quelque chose puisse se dire à propos de ce qui essaye de s'inventer.